Bonsoir à toutes et à tous. Il y a un mois, si vous m'aviez demandé combien de temps tiendrait l'Iran face à une campagne militaire américaine, j'aurais probablement répondu comme la majorité des observateurs, quelques semaines, peut-être moins. Aujourd'hui, l'armée américaine a frappé plus de 300 cibles en Iran. Le détroit d'Ormuz est fermé. 5 pays du Golfe ont vu leurs bases militaires visées par des tirs iraniens simultanés. Et pourtant, plusieurs experts en stratégie, y compris des voix américaines qui n'ont aucune sympathie particulière pour Téhéran, commencent à dire quelque chose de contre-intuitif. Sur le plan stratégique, l'Iran n'est peut-être pas en train de perdre. Comment est-ce possible? Comment un pays qui encaisse des centaines de frappes aériennes, dont l'économie est exsangue après des décennies de sanctions, peut-il se retrouver in fine en position de force face à la première puissance militaire du monde? C'est la question qu'on va traiter aujourd'hui, en profondeur, avec 3 parties. D'abord, l'erreur de diagnostic qui a mené Washington dans ce conflit. Ensuite, la mécanique précise de la stratégie iranienne, celle que presque personne ne décrit correctement dans les grands médias. Et enfin, ce que tout ça signifie pour les semaines et les mois qui viennent, avec des éléments concrets à surveiller. Installez-vous, ça va être dense. Pour comprendre où en est ce conflit, il faut remonter à une décision prise plus tôt cette année, une décision qui a discrètement façonné toute la doctrine américaine actuelle sans que personne ne le dise ouvertement. Début 2026, Washington a orchestré la chute du régime de Maduro au Venezuela. En quelques jours à peine, sans invasion terrestre massive, sans guerre prolongée, sans images de soldats américains rentrant au pays dans des sacs mortuaires. Une combinaison de pression économique soutenue, d'opérations plus discrètes et d'une menace de force jugée crédible a suffi à faire s'effondrer un système qui semblait pourtant solidement ancré. Mettez-vous un instant à la place des décideurs américains à ce moment-là. Vous venez de réussir là où plusieurs administrations précédentes avaient échoué. Le sentiment, très humain, très prévisible aussi, c'est de se dire « cette méthode fonctionne, pourquoi ne pas la reproduire ailleurs ?» Et l'Iran, sous le poids de décennies de sanctions économiques, apparaissait presque comme une cible logique, presque une suite naturelle. C'est précisément là que se situe, selon moi, l'erreur fondatrice de toute cette campagne. Parce que le Venezuela et l'Iran ne répondent pas aux mêmes lois. Ce ne sont pas 2 variations d'un même problème. Ce sont 2 types d'États structurellement différents, et cette différence change absolument tout dans la manière dont ils réagissent à la pression. Prenons le Venezuela d'abord. C'était au fond un pétro-État au sens le plus classique du terme. Un pouvoir dont la survie politique et la capacité à maintenir la loyauté de son armée dépendaient presque entièrement des revenus tirés du pétrole. Le mécanisme est presque mécanique, presque prévisible dans un manuel de sciences politiques. Vous coupez les revenus pétroliers par des sanctions suffisamment sévères, l'État perd progressivement sa capacité à payer ses forces de sécurité, les soldats et les officiers cessent d'être fidèles à un système qui ne les rémunère plus correctement, et à un moment donné, la structure entière s'effondre de l'intérieur. Ce n'est pas de la magie, c'est de l'économie politique appliquée. L'Iran fonctionne sur une toute autre logique, et c'est ce que beaucoup de planificateurs à Washington semblent avoir sous-estimé, ou peut-être simplement oublié dans l'euphorie d'un succès récent. L'Iran n'est pas seulement un gouvernement qui contrôle un territoire donné à un moment donné, c'est ce qu'on pourrait appeler un état de civilisation, une société organisée autour d'une identité qui se pense sur le temps long, avec un cadre idéologique cohérent construit depuis 1979, une population qui a été, qu'on le veuille ou non, culturellement et psychologiquement préparée à l'idée du sacrifice et de la résistance prolongée, et surtout des institutions spécifiquement pensées pour encaisser exactement le type de pression que les États-Unis appliquent aujourd'hui. Depuis près d'un demi-siècle, la République islamique se prépare, d'une manière ou d'une autre, à une confrontation directe avec les États-Unis. Ce n'est pas une hypothèse théorique pour Téhéran, c'est un scénario travaillé, répété, ajusté génération après génération de responsables militaires. Concrètement, cela s'est traduit par plusieurs choses. La construction de vastes réseaux de tunnels souterrains destinés à disperser et à protéger l'essentiel des capacités militaires du pays, de sorte qu'aucune frappe unique, ou même une série de frappes, ne puisse les neutraliser d'un coup. Le financement, l'entraînement et l'équipement de groupes alliés dans plusieurs pays de la région, créant un réseau de capacités militaires distribué bien au-delà des seules frontières iraniennes. Et le développement d'une industrie de drones à très bas coût, pensée spécifiquement pour saturer des systèmes de défense antimissiles occidentaux qui coûtent, eux, des fortunes. Il suffit de comparer le prix d'un intercepteur de missiles de type Patriot, plusieurs millions de dollars l'unité, à celui d'un drone iranien produit en série, qui se compte en quelques milliers de dollars, pour comprendre à quel point cette asymétrie économique change la donne sur la durée d'un conflit. Autrement dit, l'Amérique s'est engagée dans ce conflit avec, en tête, le scénario du Venezuela. De la pression, un effondrement relativement rapide, une sortie de crise nette.
L'Iran, de son côté, exécutait un plan répété depuis des décennies, conçu justement pour ne pas s'effondrer sous ce type de pression, mais pour l'absorber, la digérer et transformer l'épreuve en un argument de légitimité interne. C'est ce décalage de départ, cette confusion entre deux modèles d'État fondamentalement différents, qui explique en grande partie pourquoi des analystes stratégiques, y compris américains, en arrivent aujourd'hui à des conclusions qui semblent, à première vue, aller à l'encontre du simple décompte des frappes aériennes. Passons maintenant au deuxième axe de cette analyse, celui qui, je pense, est le plus mal compris dans la couverture médiatique actuelle. Depuis plusieurs semaines, on observe un phénomène qui déroute beaucoup d'observateurs occidentaux. D'un côté, la diplomatie iranienne tient un discours d'ouverture. On évoque des garanties de sécurité, une volonté de désescalade, des canaux discrets ouverts avec plusieurs intermédiaires régionaux. De l'autre côté, au même moment, les forces armées iraniennes multiplient les démonstrations de force. Fermeture du détroit d'Ormuz, frappe simultanée contre plusieurs bases régionales dans le Golfe, déclaration martiale sur la préparation à tous les scénarios possibles. La lecture la plus répandue dans les grands médias occidentaux, c'est celle d'un régime divisé, incohérent, en perte de contrôle sur sa propre chaîne de commandement. Un pouvoir qui parlerait, en somme, de deux voix contradictoires parce qu'il ne saurait plus vraiment où il va. Je pense que cette lecture rate quelque chose d'essentiel, et qu'elle rate même complètement l'objectif. Faire avancer simultanément un discours conciliant sur le plan diplomatique et une posture de fermeté sur le plan militaire n'a rien de nouveau dans l'histoire des conflits prolongés. C'est une stratégie classique, documentée, qu'on retrouve dans plusieurs confrontations majeures du XXe siècle. Le cas le plus souvent cité par les spécialistes de stratégie est celui du Nord-Vietnam durant les négociations de Paris. Le pays continuait à combattre activement sur le terrain tout en négociant, dans le même temps, à la table des discussions. L'objectif de cette approche n'est jamais de l'emporter militairement dans l'immédiat. L'objectif est d'user l'adversaire sur la durée, de démontrer une capacité de résilience qui pèse sur le moral de la partie adverse, de créer une pression politique interne dans le camp opposé, et au bout du compte, de négocier depuis une position perçue comme forte plutôt que depuis une position de faiblesse. Ce qui rend la situation actuelle particulièrement efficace pour l'Iran, c'est que cette double approche sème une confusion réelle et mesurable côté américain. Washington ne sait plus très bien avec qui négocier concrètement. Un accord obtenu par la voie diplomatique tiendra-t-il si les forces les plus dures du dispositif militaire iranien ne le reconnaissent pas comme légitime? Faut-il répondre en priorité par la voie militaire ou par la voie diplomatique, sachant que les deux approches exigent des actions qui, sur le terrain, se contredisent directement? On ne peut pas raisonnablement bombarder un pays tout en espérant, dans le même mouvement, qu'il ait davantage envie de s'asseoir à la table des négociations. Chaque frappe supplémentaire crée un nouveau grief, une nouvelle justification interne pour les factions les plus radicales, qui peuvent alors dire à leur population « Voilà la preuve concrète qu'on ne peut pas faire confiance aux engagements américains ». Il y a d'ailleurs un point que plusieurs spécialistes de l'Iran ont soulevé récemment, et qui mérite qu'on s'y attarde. Cette dynamique de voix apparemment contradictoire n'est probablement pas le fruit du hasard ou du chaos, mais une répartition des rôles assez classique dans la diplomatie de crise, où une voix incarne l'ouverture et une autre incarne la fermeté, chacune s'adressant à un public différent, interne et externe, tout en renforçant la position de négociation globale du pays. L'essentiel à retenir, c'est ceci. L'Iran joue un jeu qu'il maîtrise et qu'il pratique, sous une forme ou une autre, depuis 1979. La crise des otages, la longue guerre contre l'Irak dans les années 1980, les négociations complexes autour du programme nucléaire au milieu des années 2010. Chaque fois, le même schéma revient. Posture militaire ferme combinée à un engagement diplomatique parallèle. Les États-Unis, eux, découvrent une bonne partie de cette mécanique en marchant, à une échelle et une intensité qu'ils n'avaient pas nécessairement anticipées. Et cette asymétrie d'expérience, ce n'est pas un détail secondaire. C'est peut-être l'élément le plus déterminant de toute cette confrontation, bien plus que le nombre de frappes aériennes menées de part et d'autre. Venons-en maintenant à ce qui constitue, selon moi, le mouvement le plus significatif de tout ce conflit, celui qui reçoit pourtant le moins d'attention analytique alors qu'il devrait être au centre de toutes les discussions. Il faut s'attarder sur ce qui se passe précisément au détroit d'Ormuz, parce que ce n'est pas un blocus ordinaire, et le confondre avec un blocus classique, c'est passer à côté de l'essentiel. L'Iran n'a pas simplement fermé le passage de manière brute, comme on couperait un robinet. Il a mis en place un système bien plus sophistiqué, où la circulation des navires devient conditionnée à une autorisation préalable, et potentiellement à un paiement. Ce n'est pas la posture d'un pays qui, dans un geste de désespoir, décide de fermer une voie maritime pour se venger ou pour créer une nuisance temporaire.
C'est la posture d'un acteur qui tente de s'imposer comme une autorité de facto sur l'une des voies maritimes les plus stratégiques de la planète, celle par laquelle transite chaque jour près d'un cinquième de l'approvisionnement pétrolier mondial. Réfléchissez à l'ampleur de ce que ça implique. Ce n'est pas un acte de guerre au sens traditionnel du terme, où l'on cherche à détruire une capacité adverse. C'est une tentative de redessiner, de manière potentiellement durable, les règles du jeu dans l'ensemble du Golfe Persique. L'Iran essaie d'établir, par la force, une nouvelle réalité géopolitique où il détiendrait un contrôle effectif sur l'un des points d'étranglement économique les plus critiques du monde. Et pendant que l'attention de l'opinion publique internationale reste focalisée sur les images d'explosions, sur les décomptes de cibles frappées, sur les cratères de bombes, cette transformation plus silencieuse, plus structurelle avance en arrière-plan. C'est précisément ce qui referme le piège pour Washington. On ne peut pas rouvrir un détroit sous le contrôle d'un dispositif militaire dispersé, enterré et durci pendant des décennies par la seule voie aérienne. Bombarder depuis le ciel ne suffit pas à garantir la réouverture d'une voie maritime tenue par un pays qui a précisément conçu ses défenses pour résister à ce type de pression. Il faudrait, en toute logique militaire, une opération combinant force navale et présence terrestre substantielle. Et c'est là que la dimension politique intérieure américaine entre en jeu de manière déterminante. Une telle opération représenterait un coût politique considérable, particulièrement à l'approche d'élections de mi-mandat où l'opinion publique américaine reste, selon la plupart des indicateurs disponibles, largement réticente à l'idée d'un nouvel engagement terrestre prolongé au Moyen-Orient. Le souvenir de l'Afghanistan, 2 décennies d'engagement pour un résultat qui s'est effondré en quelques semaines après le retrait, reste très présent dans la mémoire collective et dans les calculs électoraux. Ce dilemme n'est pas anodin. Il place les décideurs américains devant un choix qu'aucun d'entre eux ne semble pressé de trancher. Accepter une impasse prolongée autour d'Ormuz, avec toutes les conséquences économiques que cela implique sur les marchés pétroliers mondiaux, ou s'engager dans une escalade terrestre dont le coût politique et humain pourrait dépasser largement les bénéfices stratégiques attendus. Maintenant que le cadre général est posé, voyons concrètement ce qu'il faut observer dans les semaines et les mois à venir pour suivre l'évolution réelle de ce conflit, au-delà des gros titres. Premièrement, la question de la réouverture d'Ormuz. Ne vous attendez pas à un dénouement rapide sur ce point précis. L'Iran n'a structurellement aucun intérêt à céder ce levier de négociation sans obtenir en retour une contrepartie concrète, vérifiable et surtout durable. Cela pourrait passer par des garanties de sécurité formelles, un allègement significatif des sanctions économiques ou une forme de reconnaissance diplomatique qui modifierait de manière tangible la position stratégique de l'Iran dans la région. Dans toute négociation de ce type, la partie qui fait la première concession depuis une position de force perd immédiatement ce levier. L'Iran ne rouvrira donc pas le détroit en premier, et les indicateurs les plus fiables à surveiller sur ce point ne sont pas les déclarations officielles, mais des données plus concrètes. L'évolution des cours du pétrole sur les marchés internationaux, et surtout les taux d'assurance maritime pour les navires transitant par la région, qui reflètent souvent bien mieux la perception réelle du risque que les discours politiques. Deuxièmement, les tensions au sein même du camp occidental et de ses alliés régionaux. Tous les acteurs impliqués dans ce dossier ne poursuivent pas nécessairement les mêmes objectifs finaux. Certains privilégient une issue qui neutraliserait durablement et complètement les capacités militaires iraniennes, quel qu'en soit le coût. D'autres privilégient davantage un accord qui, sans être parfait, puisse être présenté politiquement comme une victoire acceptable à l'opinion publique intérieure. Ces deux logiques ne sont pas nécessairement compatibles sur le long terme, et les signaux à surveiller ici sont plutôt indirects. Des déclarations conjointes inhabituellement vagues ou évasives, des reports ou annulations de rencontres diplomatiques de haut niveau prévues entre alliés, ou des divergences publiques, même feutrées, sur le calendrier ou les objectifs de la campagne militaire. Troisièmement, la question d'un engagement terrestre américain. C'est, comme évoqué précédemment, l'option la plus coûteuse politiquement pour Washington, et tout indique qu'elle sera repoussée le plus longtemps possible, en particulier avant les échéances électorales de novembre. Mais il faut garder à l'esprit un élément clé. Les stratèges iraniens comprennent très bien ce calendrier politique américain. Il existe donc une probabilité réelle que l'Iran cherche à calibrer précisément son niveau d'escalade pour rester juste en dessous du seuil qui forcerait la main de Washington avant les élections, tout en maintenant une pression suffisante pour ne pas donner l'impression de céder. C'est un exercice d'équilibriste extrêmement fin, et toute erreur de calcul, dans un sens comme dans l'autre, pourrait précipiter les événements bien plus vite que prévu. Un dernier point mérite d'être mentionné avant de conclure. La manière dont les discours officiels iraniens sont construits mérite une attention particulière dans les prochains jours.
Il est utile, pour qui veut vraiment comprendre la dynamique en cours, de comparer les déclarations émanant des canaux diplomatiques avec celles émanant des commandements militaires. On y trouve rarement le même vocabulaire, ni le même registre, et cet écart, loin d'être un signe de désorganisation, en dit souvent bien plus long sur la stratégie réelle du pays que n'importe quel communiqué officiel unique. Résumons l'essentiel de ce qu'on vient de voir aujourd'hui. Premièrement, l'erreur de diagnostic initial. Traiter l'Iran comme s'il s'agissait d'une version plus grande du Venezuela était une erreur de calcul fondamentale, parce que ces deux États ne répondent absolument pas aux mêmes logiques internes face à la pression économique et militaire. Deuxièmement, la mécanique de la double stratégie diplomatique et militaire que l'Iran pratique et affine depuis près d'un demi-siècle et que les États-Unis abordent avec beaucoup moins d'expérience accumulée à cette échelle précise. Troisièmement, l'enjeu véritable que représente le détroit d'Ormuz, bien au-delà d'un simple blocus temporaire, une tentative de redessiner durablement l'équilibre stratégique régional. Sur le terrain, au sens strictement militaire et tactique, la supériorité américaine ne fait aucun doute. Mais l'histoire nous enseigne, à travers plusieurs exemples majeurs du siècle dernier jusqu'à aujourd'hui, qu'une supériorité tactique écrasante ne garantit pas automatiquement une victoire stratégique durable. Ce qui se joue actuellement entre Washington et Téhéran n'est donc pas uniquement une question de puissance de feu ou de nombre de cibles détruites. C'est une question plus profonde, celle de savoir qui parvient à imposer, sur le long terme, de nouvelles réalités durables sur le terrain. Et pour l'instant, tout indique que l'Iran mène ce jeu-là avec une longueur d'avance née de près de 50 années de préparation méthodique. Je continuerai bien sûr à suivre cette situation avec vous, parce que les choses évoluent vite, parfois d'un jour à l'autre, et que les certitudes d'aujourd'hui devront peut-être être révisées demain. C'est la nature même d'une analyse honnête. Tenir ses conclusions avec souplesse et les ajuster à mesure que de nouveaux éléments apparaissent. Si cette analyse vous a apporté un éclairage nouveau sur ce conflit, n'hésitez pas à la partager avec quelqu'un que ça pourrait intéresser et à laisser un commentaire pour me dire ce que vous en pensez. On se retrouve très vite dans une prochaine vidéo sur La Voix des Nations.